Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, lancement en Côte d'Ivoire ce lundi de la campagne pour les sénatoriales. Ces élections qui se tiennent à 2 ans de l'élection présidentielle ont lieu 2 semaines après le double scrutin. Les élections municipales et régionales remportées par le RHDP du président de la République Alassane Ouattara. Les Africains, face à l'insécurité alimentaire, la situation est particulièrement préoccupante en Afrique de l'Ouest où des dizaines de millions de personnes sont menacées. C'est notamment le cas en Guinée. Nous ferons le point sur les initiatives destinées à limiter l'extension de cette crise alimentaire. Dans ce journal également, le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, qui annonce une augmentation de 63% du prix garanti pour les cacaoculteurs. Au Maroc, 4 jours après le séisme, on continue de mesurer l'ampleur du drame avec ce bilan qui ne cesse de s'alourdir. Le dernier bilan, encore provisoire, fait état d'au moins 2900 morts et 5530 blessés. La course contre la montre se poursuit pour retrouver les survivants. Au Maroc, comme de l'extérieur, l'aide s'organise. L'aide nationale commence à arriver aux sinistrés, mais les témoignages qui nous parviennent décrivent des habitants, pour la grande majorité livrés à eux-mêmes, dans ces villages de l'Atlas. Les Nations Unies estiment que plus de 300 000 personnes ont été touchées à Marrakech et dans les montagnes du Haut-Atlas. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont lancé ce mardi un appel à l'aide de près de 100 millions de dollars pour soutenir les opérations de secours. En Libye, le Conseil présidentiel au pouvoir à Tripoli a décrété l'état de catastrophe dans l'est du pays et lance un appel à l'aide internationale suite au passage de la tempête Daniel qui a ravagé le nord-est de la Libye, en particulier la ville de Derna, où les 2 principaux barrages sur la petite rivière de Wadi Derna ont lâché dans la nuit de dimanche à lundi, provoquant d'énormes coulées de boue. Le bilan provisoire est encore très approximatif, fait état de milliers de morts et plus de 10 000 personnes portées disparues. Après les municipales et les régionales, le 2 septembre dernier, remporté par le parti au pouvoir, place aux sénatoriales qui sont prévues ce samedi 16 septembre en Côte d'Ivoire. Un collège électoral spécial devra élire le Sénat, la 2e chambre du Parlement. Le scrutin se tiendra dans 32 circonscriptions. La campagne lancée ce lundi se poursuit pour les candidats en lice. Esther Conan. Les élections s'enchaînent en Côte d'Ivoire avec les sénatoriales qui auront lieu le 16 septembre 2023. 2 tiers des 99 sénateurs ivoiriens, soit 64 sénateurs, seront élus au scrutin indirect par un collège électoral composé des élus locaux, tandis que le tiers restant est nommé par le président Alassane Ouattara. En prélude à ce scrutin, la commission électorale indépendante appelle les candidats et les partis politiques à œuvrer pour la tenue de ces élections dans un climat de paix. Je voudrais vous inviter à faire de sorte qu'il n'y ait pas de malade. La démocratie, elle a ses règles, comme je vous l'ai dit. Donc il n'y a pas place pour la violence si chacun exécute sa part de responsabilité. Cette élection, c'est une élection qui consiste à élire les sénateurs, l'autre chambre du Parlement. À Abidjan, comme dans le reste du pays, la campagne électorale ouverte depuis le 11 septembre 2023 bat son plein et les candidats auront jusqu'au 14 septembre pour convaincre le maximum d'électeurs. Pour ce scrutin indirect, les citoyens qui ne pourront pas élire leurs sénateurs car le vote est réservé aux grands électeurs souhaitent que les prochains élus s'investissent davantage dans la résolution des problèmes des Ivoiriens. Vous savez, moi je suis pour la paix, donc je préfère que les élections se passent dans la paix, la tranquillité, la joie, et puis que le meilleur gagne quoi, sans toutefois se battre. Pour les élections sénatoriales, on souhaiterait que ça se passe comme les autres élections qui se sont déroulées récemment, dans la paix, dans une transparence totale quoi. C'est tout ce qu'on peut souhaiter actuellement. Bon, pour les candidats, c'est tout juste qu'on attend d'eux qu'ils soient proches de la population, venir s'enquérir des vrais problèmes de la population et essayer de porter ça vraiment pour qu'on puisse trouver des solutions.
Au total, 9 430 grands électeurs sont conviés à se mobiliser dans 229 bureaux de vote répartis dans les 32 circonscriptions, comprenant les 30 régions et les 2 districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Le scrutin du 16 septembre 2023 sera le deuxième du genre pour la Côte d'Ivoire. En effet, le pays d'Afrique de l'Ouest a organisé ses premières sénatoriales en 2018. Élection présidentielle à Madagascar, 13 candidats en lice pour le scrutin du 9 novembre. Parmi les candidatures retenues par la Haute Cour constitutionnelle, sur les 28 déposées, figure celle du président sortant, Andrade Joël. Malgré sa double nationalité, sa candidature controversée a été validée samedi par la HCC. Dans la course également, 2 anciens présidents de la République, R. Rajoelinarimampianane et Marc Ravalomanane. Samantha Saberou Saboubanga. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a publié le 9 septembre 2023 la liste officielle des candidatures retenues pour l'élection présidentielle du 9 novembre prochain. 13 candidats ont en effet été retenus sur les 28 dossiers déposés. Parmi ces candidats à la présidence malgache figurent notamment le président sortant André Rajoelina ainsi que 2 anciens présidents, Marc Ravalomanane et Eri Rajoelinarimampianane. Avec ces 13 candidats, donc, nous retrouvons en tête de gondole 3 anciens chefs d'État, avec Andrade Joël, Eri Rajoelinarimampianane et Marc Ravalomanane. Ce qu'on peut dire, ce seront forcément les favoris de ce cru 2023. Par ailleurs, il faudra aussi être attentif à la candidature de Siten, qui a quand même un élan de popularité derrière lui. Pour cette élection, bien évidemment, on sera tous focalisés sur le président sortant Andrade Joël, puisque on sait que lorsqu'on bénéficie quand même de l'assise d'un appareil étatique derrière, lorsqu'on sait qu'on aussi les moyens qui existent pour le président sortant, et aussi par son passé, aussi par ses alliances qui existent, tant sur le plan politique que sur le plan économique, fait de lui naturellement le favori. Pour pouvoir concourir à sa succession, le président sortant Rajoelina a conformément à la Constitution de Madagascar démissionné le 9 septembre 2023 de son poste. Dans la foulée, le président du Sénat, qui aurait dû assurer l'intérim, a demandé à la Haute Cour constitutionnelle de constater sa volonté de renoncer à ses nouvelles fonctions. Après le refus du président du Sénat, la Haute Cour constitutionnelle a donc décidé d'attribuer les fonctions de chef de l'État par intérim au Premier ministre. C'est sûr que Marc Ravalomanane et Eri Rajoelinarimampianane vont tout œuvrer pour pouvoir en tout cas renverser de manière démocratique le président sortant, mais on peut dire aussi que avec les dernières élections qui ont montré que l'élan de popularité derrière ces chefs d'État reste quand même assez reculé pour le moment et qu'il peut y avoir finalement des voix qui vont être éparpillées sur l'ensemble des candidats et que cela peut profiter au président sortant. Il faudra juste voir quelle sera la surprise et de quelle nature elle sera cette surprise. Est-ce que ce sera le candidat Siten, qui est un ancien député, ou ce sera un autre candidat qui fera figure d'outsider? 15 candidats ont été invalidés à cause de l'absence de quittance attestant du dépôt de contribution par les candidats des frais engagés par l'administration pour les élections. Pour cette élection, la caution est fixée à 200 millions d'arriérés. La campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle de Madagascar débutera le 10 octobre 2023 et devrait s'étendre jusqu'au 8 novembre, veille du scrutin. Selon les prévisions de la CENI, les résultats provisoires devraient être connus à partir du 22 novembre 2023. Mahamadou de retour au Niger. Il est arrivé à Niamey ce mardi 12 septembre 2023. Mahamadou, une grande figure de l'opposition nigérienne, le leader du parti Modène Faloumana, le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine. Il était en exil en France depuis 2 ans et demi. Mahamadou qui s'est récemment exprimé sur le coup d'État, estimant que la situation a évolué dans un sens qui donne de meilleures perspectives à l'opposition. Fin de citation. Ce retour intervient après l'annonce par les militaires au pouvoir au Niger d'un dialogue national inclusif à venir. Plus de 680 tonnes de cacao premium, c'est le bilan établi par l'Office camerounais du cacao et du café, bilan qui porte sur la campagne 2022-2023 au Cameroun. Une production donc largement supérieure si on la compare à la précédente campagne. Les autorités parlent même d'une production multipliée par 2. Les explications de Philomène Tine.
Si le Cameroun avait produit son meilleur volume de fèves de cacao de qualité sur 20 ans, au terme de la campagne cacaoyère 2020-2021, la production de cette catégorie de fèves a pratiquement quadruplé en 2022-2023. D'après les données de l'Office national du cacao et du café ONCC, 681 tonnes de cacao premium ont été produites par le pays lors de cette saison contre 298 tonnes en 2021-2022 et 182 tonnes en 2020-2021. Cette production de cacao de qualité au cours de la saison cacaoyère 2022-2023 a porté les revenus aux producteurs camerounais à un peu plus d'1,2 milliard de francs CFA. La production d'un cacao premium permet au Cameroun d'accéder à des segments de marché longtemps contingentés et inaccessibles. Cet exemple va nécessairement changer les pratiques non seulement de production, mais de toute la filière et la traçabilité du produit, visant à mettre sur le marché des produits à valeur ajoutée de qualité. Le cacao premium est un cacao issu des centres de production intégrés qui fournissent des solutions durables pour la gestion des opérations post-récolte et qui permettent d'améliorer la qualité du cacao dans la chaîne de valeur. Ces centres concentrent les infrastructures et la formation sur le même site pour un meilleur contrôle et une meilleure traçabilité des activités selon l'ONCC. Le nouveau point de bataille de la compétitivité du cacao réside sur la qualité de production du cacao. Donc, ce qui fait que c'est tout un procédé qui devrait permettre d'obtenir un produit de qualité et d'être capable d'affronter de nouveaux marchés à des prix qui permettent aux producteurs de rentabiliser leur labeur. Troisième producteur africain de cacao, le Cameroun a exporté un volume de 186 754 tonnes de fèves de cacao sur le marché international pour le compte de la campagne 2022-2023. Ces exportations ont généré des revenus estimés à 264,8 milliards de francs CFA pour l'État camerounais. Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire, a lancé sa nouvelle campagne avec quelques semaines d'avance. Le cacao ghanéen qui sera désormais acheté aux planteurs beaucoup plus cher que l'année dernière. Le nouveau prix est bien plus profitable aux planteurs qui, face à la crise économique, commençaient à céder leurs plantations. Mildred Diamour. En raison d'un approvisionnement restreint et dans l'optique d'augmenter les revenus des agriculteurs et d'empêcher la contrebande des fèves vers les pays voisins, le Ghana a augmenté de plus de 63% le prix du cacao à la production pour la saison agricole 2023-2024. Dans une déclaration le 9 septembre 2023, lors du lancement de la nouvelle saison du cacao dans la région de Tepa, à l'ouest du pays, le président Nana Akufo-Addo a indiqué que les agriculteurs recevront 20 943 cédis par tonne pour la saison 2023-2024, contre 12 800 cédis reçus durant la saison 2022-2023. Il faut dire que les campagnes passées ont été très fameuses avec les crises de Soul and Shoot qui ont entraîné de fortes réductions de production. Et donc ce nouveau prix qui est assez rémunérateur pour les producteurs leur permettra de pouvoir engager des revenus supplémentaires, notamment sur les exportations. Selon le chef d'État ghanéen, le nouveau prix du cacao à la production est le prix le plus élevé payé aux agriculteurs d'Afrique de l'Ouest depuis plus de 50 ans. La hausse des prix du cacao à la production intervient alors que les prix du cacao ont atteint au cours des dernières semaines un sommet depuis 46 ans. Une situation liée à la pénurie d'approvisionnement dans la région de Tepa, d'où provient environ 70% du cacao dans le pays. Pour cette campagne qui arrive là, le Ghana qui affichera certainement le prix le plus élevé au niveau de la sous-région va permettre non seulement de pouvoir consolider l'ensemble de ces volumes sur le niveau national, mais également on assistera probablement à des fuites de volume de la Côte d'Ivoire vers le Ghana. Au Ghana, l'affaiblissement de la monnaie locale et les faibles prix du cacao à la production durant la saison agricole 2022-2023 par rapport à la Côte d'Ivoire voisine, premier producteur mondial de cacao, ont entraîné la contrebande de fèves vers ce pays et vers le Togo. Une situation couplée à la destruction des plantations de cacao qui a entraîné des pertes d'environ 150 000 tonnes de fèves au cours de la saison 2022-2023. Avec la hausse des prix du cacao à la production, le Ghana vise une production de 820 000 tonnes pour la saison 2023-2024. La malnutrition concerne près de 300 millions de personnes en Afrique. La situation est catastrophique car la crise est en passe d'atteindre son niveau le plus élevé depuis 10 ans, notamment en Afrique de l'Ouest.
La crise alimentaire qui touche cette partie du continent nécessite à la fois des politiques publiques plus efficaces et la mobilisation également de plus d'investissements. La Guinée, l'un des pays concernés par cette crise, va bénéficier d'un prêt de la Banque africaine de développement afin de renforcer les mécanismes de lutte. Marcel Kouassi. En Guinée, selon une étude du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, 20,35% de la population analysée ont une consommation alimentaire minimale adéquate et sont dans l'incapacité d'assumer des dépenses non alimentaires. 5,7% de la population est en déficit de consommation alimentaire, reflété par une malnutrition élevée. Dans le but de combler ce déficit, le pays a bénéficié d'un soutien de 28 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour booster la production agricole de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le prêt de plus de 20 millions d'euros accordé par la Banque africaine de développement à la Guinée est une bonne chose pour le secteur agro-pastoral guinéen. Non seulement ça va permettre une meilleure autosuffisance, car on sait que avec ces fonds, on pourra développer l'agriculture, acheter des intrants qui sont nécessaires à la production agricole. Et pour le cas de l'élevage, on pourra aussi bien nourrir les bêtes afin vraiment qu'elles soient dans de bonnes conditions. Et donc, bien évidemment, cela peut impacter la sécurité alimentaire et permettre à la Guinée d'être plus autosuffisant. La conjoncture internationale actuelle, notamment les impacts de la pandémie de Covid-19, de la crise en Ukraine, auxquelles s'ajoutent les crises sanitaires qu'a connues le pays, telles qu'Ebola et Marburg, ont contribué fortement à la détérioration du climat socio-économique et de la situation alimentaire et nutritionnelle de la Guinée. Selon la Banque africaine de développement, le projet devrait contribuer durablement à la résilience de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'amélioration des revenus et à l'inclusion financière des populations rurales. Au niveau des revenus, non seulement pour les agriculteurs, ils auront plus de revenus parce que justement, ils pourront avoir une agriculture plus féconde et donc avoir plus de productivité. L'élevage permettra d'avoir des bêtes de meilleure qualité qui se reproduisent beaucoup plus et cela va permettre justement de rendre notre agriculture et notre élevage un peu plus résilient dans un contexte assez difficile. En novembre 2022, un accord de prêt et 2 protocoles d'accord de dons ont été signés entre le gouvernement de transition et la Banque africaine de développement pour un montant total de 32,9 millions de dollars américains, financement destiné à des projets de développement, notamment la production alimentaire, la construction de routes et le développement des transports. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.